chers frères, et bien chères sœurs, on va prendre quand même une petite série de questions pour un quart d'heure. Oui, je m'aperçois que j'étais vachement long, oui, excusez-moi. Bon, on peut tourner un petit peu, mais alors, je vais voir si le. Voilà. Alors, juste petite précision quand même, parce que je corrige le prêche de notre cher père derrière moi. C'est 4951 aujourd'hui la bourse du CAC 40. Donc, ça a été étudié par 5. Voilà. C'est pas une impression. Ça fait depuis si longtemps. C'est pas une impression qui gêne les marchés. Alors, cette question n'a pas pour but de contester ta présentation de la valeur reconnue seulement dans une situation de quelqu'un qui a un emploi sur un marché du travail, mais pour essayer de comprendre davantage, on dit qu'on ne reconnaît pas que le fonctionnaire travaille. Alors, on a donc trois situations, il me semble. L'employé qui fait valoir un capital, enfin, sur le marché du travail, le fonctionnaire, mais aussi le travailleur indépendant. Et je trouve que tu passes un petit peu vite sur cet exemple qui permet, enfin, qui, moi, permet de structurer la valeur, ce débat sur la valeur, enfin, ce questionnement sur la valeur. J'ai le sentiment que si on ne reconnaît pas aux fonctionnaires de créer de la valeur, c'est surtout parce qu'il manque la facture. J'ai l'impression que la facture, elle est cachée dans les textes politiques qui disent qu'on a des missions. Moi, je suis enseignant. En tant qu'enseignant, j'ai des missions et effectivement, je suis payé par un impôt. Mais si je facturais mon travail précisément, et s'il y avait une ligne de compte qui dit voilà ce que je vends, même si je serais reconnu comme un producteur sans pour autant avoir un employeur attitré. Et j'ai même l'impression qu'au contraire, le jour où mon principal ou mon proviseur sera réellement un employeur, je n'aurai pas gagné mon statut de producteur. Voilà, donc je voudrais savoir comment tu réagis à cette remarque. Oui, alors. Sinon, celle-là, tu réponds de suite et puis après, on prend une série. D'accord. Sur le travailleur indépendant, hein, parce que si tu étais incité à te mettre à ton compte, c'est ce qu'on fait avec les auto-entrepreneurs en demeurant. Hein. Mais moi, je veux parler des vrais indépendants, hein, c'est-à-dire de ceux qui sont protégés du capital. Parce que vous avez des travailleurs indépendants qui sont des faux indépendants. Alors, il y a tous les auto-entrepreneurs, évidemment. Il y a une série de travailleurs indépendants prétendus, les boulangers, les agriculteurs, qui sont des maillons de la chaîne du capital agraire, s'agissant des agriculteurs, les semenciers, je ne sais pas quoi, ou les minotiers pour un boulanger. Un boulanger, il est festive, banette, campaillette, c'est-à-dire que et son étal est complètement décidé par le minotier. Hein, à travers la France, toutes les boulangeries banettes sont les mêmes, toutes les boulangeries festives sont les mêmes, festivals, je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Le boulanger, c'est un maillon de la chaîne, l'essentiel du profit. Plutôt, il est travailleur indépendant, supposez même qu'il soit tout seul, le bénéfice qu'il tire de son travail ne lui revient pas, il est piqué pour une grosse part par le minotier. Donc il y a d'abord tous les faux indépendants. Mais les vrais indépendants, eux, sont anticapitalistes. C'est tout à fait exact, sauf si je n'ai pas compris ta question. Les vrais indépendants sont une alternative à la production capitaliste et qui existe déjà. C'est pour ça qu'elle est tellement combattue. Hein. Déjà reconnue, bien sûr, hein, puisque tu as 100 milliards de bénéfices des travailleurs indépendants, donc elle est parfaitement reconnue. Et elle est non seulement reconnue dans la statistique, parce que après tout, la production des fonctionnaires est reconnue dans la statistique, mais pas dans l'opinion, hein, qui pense que les fonctionnaires dépensent et non pas produisent. Tout le monde pense qu'un travailleur indépendant produit, ça c'est clair. Mais la plupart des travailleurs indépendants ne le sont pas. Hein. On voit ce qu'est devenu l'agrobusiness, on voit ce qu'est devenu le commerce. Hein. Les commerces sont tous franchisés. Toutes nos rues de ville, les rues principales, c'est les mêmes dans tout le pays. Hein. C'est des franchises de je ne sais pas quoi, j'y connais rien, mais enfin, des marques dans lesquelles un propriétaire capitaliste de la marque ponctionne le bénéfice du travailleur indépendant. Donc ça, c'est du profit, du coup, hein, puisqu'il vit du travail des autres. Les vrais indépendants, ce sont ceux qui sont protégés, hein, c'est-à-dire les pharmaciens, les médecins, les avocats, les notaires, etc. Ce sont ceux qui sont dans la ligne de mire du capital maintenant. Ils l'ont toujours été au demeurant, hein, mais maintenant ça y est. Hein. Avec la loi Montebourg,
qui n'a pas pu aller tout à fait jusqu'où il voulait, qui a été reprise par Macron, d'accord ? Mais n'oublions pas que la loi Macron, c'est la loi Montebourg, il ne faut quand même pas l'oublier. Il ne faut pas avoir l'air qu'il y aurait des frondeurs qui seraient des bons et puis les autres qui seraient des méchants. Là, c'est comme ça qu'on fait quand même beaucoup de conneries de stratégie politique. Ben, j'insiste pas. J'attends que les frondeurs sortent de leur fronde, hein, parce qu'ils n'ont qu'une fronde, les pauvres frondeurs. Hein. Enfin, il ne faut quand même pas rigoler. Hein. Tout ça, c'est quand même de la mélasse. Hein. Bon, j'insiste pas, puisque ce n'est pas l'objet de mon propos. La loi Macron commence à s'attaquer. Hein, c'est une loi qui commence. Et puis vous allez avoir une loi santé. Hein, là, c'est comment elle s'appelle, la fille de Touraine, en fait, etc. Bon. La loi Macron s'attaque aux professions juridiques. Hein. La loi de santé va s'attaquer aux professions de santé. Hein. Vous aurez une autre loi qui va s'attaquer aux professions du chiffre, bon, etc. Les experts comptables aussi sont protégés. Hein. C'est-à-dire que ces professions indépendantes le sont parce qu'il est interdit que le capital soit propriétaire majoritaire de la société d'exercice libéral. C'est absolument interdit. Il est pour les avocats, et c'est ce que la loi Macron est en train de faire sauter, dans une espèce de silence total du côté du Front de gauche et de la CGT, parce qu'ils ont manifesté pour la manif pour tous, ces gens-là, on n'a rien à foutre. Ouais, non, il ne faut pas, on n'a rien à foutre. Les avocats, c'est encore plus ferme leur défense. Il est interdit pour un avocat d'être actionnaire d'une société d'avocats dans laquelle il ne travaille pas. Donc là, c'est clair qu'il ne peut pas y avoir de logique capitaliste dans la profession judiciaire. C'est impossible. Un actionnaire capitaliste ne peut pas être actionnaire majoritaire. Deux, un avocat, un professionnel, ne peut être membre, associé, ne peut partager du capital que dans la société où il travaille. Point. Ça, il n'y a aucune possibilité que le capital arrive là-dedans. La loi Macron fait sauter le truc. Vous allez avoir maintenant des avocats qui peuvent être copropriétaires de 50 cabinets, et vous allez avoir des usines juridiques qui vont se monter. Nous aurons la même évolution pour les professions du chiffre, pour les professions de santé. Pour les architectes, c'est déjà fait, hein, puisque là, l'interdiction d'une présence du capital majoritaire dans une société a déjà été levée pour les architectes, avec les résultats que l'on sait. Donc le travail indépendant, oui, est anticapitaliste. Et il serait bon que la CGT syndicalise les travailleurs indépendants. L'idée de réserver la syndicalisation aux salariés est une erreur. Et nous avons un premier exemple, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, vous connaissez mieux que moi. Hein. Maintenant, il vient de se créer, la FILPAC vient de créer un syndicat des libraires qui regroupe des travailleurs indépendants. Ça, pour moi, c'est une grande nouveauté indispensable. Hein. Les libraires sont protégés, pas vraiment du capital, puisque vous avez Amazon, vous avez la FNAC, vous avez tout ça, mais ça au moins par la loi du prix unique du livre. Il faut considérer les travailleurs indépendants comme nos alliés, bien sûr. Et d'abord ceux qui sont protégés. Ah, d'accord. Voilà. Oui, non, mais merci de faire ce rappel, de me faire ce rappel. D'accord. Je ne voudrais pas être trop long dans mes réponses. Très bien. Merci. Merci. Oui, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'apport que vous m'avez apporté personnellement
par la conférence que vous venez de nous par les propos que vous venez dont vous venez de nous faire bénéficier. J'en suis sous le choc intellectuel. Je suis communiste depuis que j'ai l'âge, avant même d'être majeur, donc c'est pas. Mais c'est malgré tout un apport très important que je ressens ce soir avec cet éclairage sous les croyances religieuses des fondements du fonctionnement du système capitaliste. Et je vous avoue que pour moi, c'est une révélation. Je n'y avais pas du tout pensé. La laïcité, et je voyais bien que ça a participé du fonctionnement que la lutte pour la laïcité participait aussi de la lutte contre le système, mais à ce point, je crois que pour moi, c'est vraiment une révélation. J'aurais besoin, ma vraie question, donc maintenant, c'est sur la troisième croyance, celle relative au crédit. Nous vivons actuellement des événements très, très importants, et en particulier ce qui se passe en Grèce. Et là, nous voyons bien qu'en Grèce, le crédit, c'est effectivement l'argent qu'on leur a piqué, comme vous l'avez dit. Mais quelle stratégie peuvent-ils invoquer? Est-ce que la croyance, le fait que ce soit une croyance, permet de développer une stratégie? Est-ce que c'est pour répondre à leurs problèmes? Et est-ce que vous y croyez? Encore peut-être deux questions, si on a, bien sûr. Oui. Oui, je m'associe à ces remerciements parce qu'effectivement, on a découvert, enfin moi j'ai découvert plein de choses ce soir, bien qu'étant laïque et même libre penseur par ailleurs. Je ne m'attendais pas à voir toute cette implication de la laïcité en tant que reconquérir, que le peuple reconquiert son pouvoir. J'ai simplement une demande de savoir comment tu peux moduler ton premier argument du fait que le capital ne peut pas être producteur de biens, de valeur économique, merci. Bon, je sais bien que c'est un grand capitaliste, un des plus grands, Bill Gates, mais enfin il n'est pas le seul, prévoit que dans les années qui viennent, peut-être 20 ans, le travail vivant, comme tu dis, être aujourd'hui la seule source de valeur économique, ne sera plus que marginal, que grossièrement, la grande majorité, peut-être 90% de la valeur produite le sera par des robots. Et que donc, effectivement, il n'y aura plus d'emplois possibles, mais il faudra quand même bien que les gens mangent. Et je ne vois pas bien comment on peut dire que des propriétaires de robots ne produiraient rien. Alors, moi, c'est au sujet de la croyance sur le crédit. Peut-être on peut la laisser tomber, mais moi j'ai l'impression qu'en amont de cette croyance, il y a une croyance économique qui est une croyance et que j'aimerais que tu discutes, c'est celle de la création monétaire. Certes, laissons tomber le crédit pour la création monétaire, mais j'ai l'impression qu'on a un peu abandonné toute autre façon de créer la monnaie. Enfin, je ne m'y connais pas, mais c'est l'impression que j'ai eue. Donc si on abandonne le crédit, que penses-tu de la nécessité ou de l'efficience
démontrée ou pas économique de l'anticipation sur la valeur produite future par de la création monétaire. Le crédit et les Grecs, et puis le crédit et la création monétaire, et l'utilité ou pas de la création monétaire. Alors, sur les dettes, encore une fois, se libérer de la religion de la dette, c'est déclarer, je parle des dettes qui financent de l'investissement, hein. Toute dette est illégitime. L'audit de la dette, il est vite fait, hein. Pas besoin d'audit pour savoir ce qui est légitime, ce qui n'est pas légitime, hein. Toute dette pour financer l'investissement est illégitime. Puisque, à supposer que l'on apporte de l'argent ou que l'on crée de l'argent, je vais venir à la question, que cet argent existe déjà ou qu'on le crée, pour financer de l'investissement, il n'y a aucune raison qu'il soit remboursé. Puisque une monnaie doit exprimer une valeur produite par du travail. Là, on va venir à la question, est-ce que les robots produisent de la valeur? Et donc, la contrepartie de l'argent qui est attribuée à l'entreprise, c'est la production de valeur qui va être rendue possible par les travailleurs qui vont utiliser cet outil de travail supplémentaire. Il n'y a aucune raison que, en plus, ils remboursent l'argent de l'investissement. Aucune raison. Une monnaie, pour qu'elle ne soit pas inflationniste, il faut qu'elle ait une contrepartie en face. La contrepartie qui est en face de la monnaie qui finance un investissement, c'est la valeur nouvelle qui est créée par les travailleurs qui utilisent cet outil nouveau. Ces travailleurs créent une valeur qui est exprimée dans le financement de l'outil de travail, mais en aucun cas, ils n'ont à la rembourser. Ils ne la remboursent que si elle leur est prêtée par des gens qui ont piqué. Donc, ne confondons pas le crédit à l'investissement et le crédit à la consommation. C'est pour cela que la religion fonctionne, hein. On nous parle toujours du bon père de famille, hein. Vous n'avez pas pu échapper, parce que ce ne sont jamais des femmes, hein, c'est des pères de famille, hein. Mais ne croyez pas que toutes les sociétés sont sexistes par définition, parce qu'en allemand, c'est la ménagère souabe. C'est aussi méprisant, hein, c'est aussi méprisant, hein. Alors, une ménagère souabe, vous voyez bien que si elle veut acheter une maison ou une voiture, ce n'est pas le flux courant de ses ressources qui lui permet d'acheter cela, puisque ce bien lourd là excède le flux mensuel de ses ressources. Il faut donc bien qu'elle emprunte ou qu'elle ait épargné. Il faut bien du crédit pour financer la consommation. Eh bien, l'État, c'est une ménagère souabe. C'est un bon père de famille. Voilà le coup de force, hein, totalement religieux, hein, qui nous est fait. Bien sûr qu'on peut penser, on peut comprendre, encore que Jérémy me disait que c'était peut-être pas si juste que ça, mais enfin, voilà où j'en suis, mais je peux encore bouger, hein. On peut comprendre que la consommation, la maison ou la voiture que j'achète n'est pas l'occasion d'une production. Ce n'est pas un outil de travail, sauf si ma voiture est un outil de travail, bien sûr, hein. Mais ça n'est pas une occasion d'une production supplémentaire. Donc la contrepartie de l'argent qui est avancé pour que j'achète cette maison ne va pas être la production supplémentaire rendue possible par l'achat de cette maison. Et donc, il faut bien qu'il y ait un remboursement de cette avance. Donc, qu'il y ait du crédit à la consommation. Alors, crédit à la consommation uniquement, bien sûr, pour les biens lourds, hein.
le crédit à la consommation de la carte printemps de Cofidis qui envoie « Oh, ben vous savez, ben vous avez 15 000 euros ou 1500 euros à votre disposition, n'hésitez pas, allez-y, etc. » Bon, de tout ça qui vit, hein, tous ces rapaces qui vivent sur la pauvreté, hein, et qui font s'endetter les personnes, ça doit totalement disparaître, hein, bien sûr, que tous les offices de crédit à la consommation doivent absolument disparaître. Hein. Je ne parle pas de ça, hein, ça doit disparaître, c'est de l'escroquerie, c'est de l'usure, en fait, etc. Ça ne vit que de la pauvreté, hein, bien sûr. Bon. Mais le crédit à la consommation pour des biens lourds, c'est normal que cela reste, à condition que ce soit à taux zéro, bien sûr, hein, qu'il n'y ait pas de taux d'intérêt réel, que le taux d'intérêt rembourse peut-être la hausse des prix, hein, pour que le pouvoir d'achat du prêteur ne soit pas entamé, mais sinon, il n'y a aucune raison qu'il y ait un taux d'intérêt sur un prêt. Ça, c'est de la propriété lucrative, hein, c'est de la ponction sur la valeur créée par autrui. Au nom de ma propriété que je prête, j'ai droit à un taux d'intérêt, ça c'est sans fondement, hein, autre que la violence sociale. En revanche, il n'y a aucune raison de rembourser le financement d'un investissement, puisque l'investissement va être l'occasion d'un travail supplémentaire qui va produire la valeur correspondant à cet investissement nouveau, à cette monnaie qui a été investie ou créée, on vient à la création, pour le financer. Il n'y a aucune raison qu'elle soit remboursée, strictement aucune. Alors maintenant, sur la Grèce, plus spécifiquement, alors, bien sûr, se battre pour l'annulation des dettes, mais se battre aussi pour l'annulation des nôtres, hein, qui pèsent lourdement sur nos budgets, hein. Donc, la bataille pour l'annulation de la dette est une bataille tout à fait fondamentale. Mais il faut aussi, bien sûr, que les Grecs, mais nous aussi, hein, nous retrouvions la souveraineté sur la monnaie. Et il faut sortir de la monnaie unique. Les Grecs doivent pouvoir créer des drachmes tout en conservant l'euro comme monnaie commune, mais les drachmes pour faire face à toute la valeur qui ne relève pas de la mondialisation. Et Dieu sait si beaucoup de ce que nous produisons ne relève pas des échanges internationaux. Donc nous pouvons bien sûr et nous devons militer. Que je sache, ce serait être fidèle à notre vote non à Maastricht. Je pense que nous nous souvenons, hein, on en a peut-être oublié, hein, que nous avons fait campagne contre l'euro en 1980, quand c'était quand 91 ou 93, bien nous avons fait campagne contre, bien, et avec sur la base d'un argument qui reste toujours valable, hein, oui à la monnaie commune, non à la monnaie unique. Et les Suédois qui n'ont pas accepter la monnaie unique s'en porte très bien, d'accord ? Donc, nous allons bien sûr restaurer le franc pour pouvoir maîtriser la monnaie et son usage à des fins de subvention. On va pas aller pleurnicher auprès de la BCE, d'accord, en disant salaud d'Allemand, vous allez voir ce que vous allez voir, on va obtenir que la BCE prête aux États directement plutôt que de refuser de leur prêter, mais de solvabiliser, je cherche le mot, c'est pas solvabiliser, les bons du Trésor achetés par les banques, ce qui enrichit les banques. Bah oui, évidemment. Monétiser, pas monétiser, enfin monnaie centrale, enfin refinancer les bons du Trésor que seules les banques privées peuvent acheter, dire que la Banque centrale puisse acheter directement des bons du Trésor, ça ne changera rien à l'affaire. Hein. La question n'est pas là. Hein. C'est pas est-ce qu'il y a un bon crédit public face à un mauvais crédit privé?
c'est nous avons, avec les conquêtes de la classe ouvrière, inventé un autre financement de l'investissement que le crédit, qui est la cotisation ou l'impôt, et c'est cela qu'il faut continuer à augmenter. Mais pour pouvoir maîtriser la hausse de l'impôt et la hausse du taux de cotisation, c'est-à-dire la hausse du PIB, quand on hausse l'impôt et la cotisation, ça n'est jamais un PIB constant. L'impôt et la cotisation, ce n'est pas une ponction sur la valeur créée par autrui, c'est un ajout de valeur par les soignants, par les fonctionnaires, par les parents, par les retraités, par les chômeurs. C'est un ajout de valeur. Haribey parle non pas de prélèvement obligatoire, mais de supplément obligatoire. Il a parfaitement raison, c'est un ajout de valeur. Ça ne se fait jamais à PIB constant. Comment est-ce qu'on a augmenté le taux de cotisation? Comment est-ce que le taux de cotisation est passé de 32 à 66% pendant 35 ans? Et depuis 45 ans, depuis la fin du... il n'augmente plus. Il augmente un tout petit peu à la GIRC et l'ARCO dans les années 90, c'est tout. Le taux de cotisation est gelé depuis 45 ans, dans un silence épais du Parti communiste et de la CGT, qui sont mon parti, d'accord. Je suis à la FSU, mais enfin, c'est une CGT bis, bon, d'accord. Là, comment est-ce qu'on a doublé le taux de cotisation en 35 ans? En ponctionnant sur le travail ou le capital? Pas du tout. En augmentant le PIB de la valeur créée par plus de fonctionnaires, par plus de soignants, plus de retraités, par des allocations familiales supérieures, par le maintien de leur salaire aux chômeurs. Regardez, le droit au salaire des chômeurs, il est créé en 1958, 33% du salaire de référence. Vous avez des bagarres qui mènent à 57% en 1979. On est toujours là, 57%, depuis 1979. Vous croyez qu'on est passé de 33 à 67% en 57% en restant dans nos souliers? On s'est battu comme des chiens pour la hausse du salaire brut et la hausse du taux de cotisation. On n'a pas dit augmentons les salaires parce que ça aura un effet mécanique de l'augmentation des cotisations. Ça, c'est l'argument de notre défaite actuelle. On a dit il faut augmenter le taux de cotisation. Et pour que ça n'ait pas d'incidence sur le salaire net, il faut augmenter le salaire brut. En permanence, ça a été la bagarre. Mais pour ça, il faut maîtriser la monnaie. Il faut que nous puissions créer des francs. Il ne faut pas qu'on attende de la bonne volonté de la BCE, du syndicat du capital qu'est l'Union européenne, le fait de pouvoir augmenter l'impôt et la cotisation. Paradis, enfin, c'est assez évident. Ah ben non, non, on peut réformer l'Europe. Enfin, l'Europe est irréformable. Lisez les travaux de Corinne Gobin. Je ne suis pas homme PEP, hein. Je suis au Parti communiste, soyons clairs. Hein. C'est-à-dire que je ne considère pas que la sortie de l'Europe est un préalable à l'action. Pas du tout. Parce qu'on ne mobilise aucun peuple sur un non. Aucun. On ne peut mobiliser que sur des oui. Il n'y a pas de mobilisation sur des non, ça n'existe pas. Il y a des révoltes sur des non. Des révoltes qui débouchent éventuellement sur le pire. Voyez l'Égypte. Mais on ne peut mobiliser que sur un oui. Donc on ne mobilise pas sur le non à l'Europe, ça c'est se faire plaisir. On mobilise sur un oui au salaire à vie. Oui au remplacement du crédit par la subvention de l'investissement grâce à la hausse de l'impôt et de la cotisation. Oui à la copropriété d'usage de toutes les entreprises. C'est là-dessus qu'il faut mobiliser. C'est là-dessus qu'on a un énorme travail à faire. Énorme. Donc moi, je suis au Parti communiste pour cela, pour ce oui-là. Mais évidemment que ce oui-là, si nous mobilisons notre peuple sur ce oui, a comme conséquence, ben évidemment, non à l'Europe, évidemment. Mais c'est une conséquence. Ce non ne peut être qu'une conséquence. Parce que j'espère ne pas être démenti par la Grèce. J'espère ne pas l'être, bien sûr. Hein. Mais un peuple qui est mobilisé sur le refus de l'austérité n'est pas en capacité de s'opposer au syndicat du crime qu'est l'Union européenne. Nous ne pouvons nous mobiliser
Donc c'est pour ça que les 3A et le refus de l'austérité, ça ne m'intéresse pas et je n'y participe pas. Il faut être clair. Moi, toute mon obsession, c'est de mobiliser pour du oui. Parce qu'un révolutionnaire, c'est quelqu'un du oui, ce n'est pas quelqu'un du non. Et la Grèce, bien sûr, ne peut s'en tirer que si elle refait du drachme. Mais pour refaire du drachme, il faut que la population soit convaincue que nous pouvons produire de la valeur par l'impôt, que nous pouvons produire de la valeur par de la cotisation. C'est ça la question. Tant qu'elle n'en est pas convaincue, mais le premier curé venu qui va lui dire « si vous n'êtes pas sage, vous allez en enfer », elle le croira. Une fois qu'elle aura levé le poing et qu'elle aura voté pour Syriza, elle finira par croire ce qu'on lui raconte. C'est ça le point central. C'est ça mon obsession. C'est ça ce qui fait ma vie. Je comprends mieux, ça donne un autre éclairage au refus du Parti communiste grec de participer à la coalition et de ne voter que les choses qui vont dans le bon sens. Je crois qu'on se... non, la question c'est est-ce qu'on est... Oui, effectivement, c'est un autre éclairage. Est-ce qu'on ne s'illusionne pas un peu trop? Enfin, on a besoin de victoire. On a besoin de oui, mais on a aussi besoin de victoire. Parce qu'on a tellement pris de coups depuis 30 ans ou 40 ans que de temps en temps, bon, c'est vrai que ça me permet un peu de souffler. C'est un mouvement qui m'intéresse. Sur le capital comme producteur de valeur, alors, revenons aux distinctions de Marx qui me paraissent toujours pertinentes, d'accord? Ne confondons pas, et là je vous renvoie au bouquin de Arribet, Jean-Marie Arribet, que vous connaissez parce qu'il écrit des choses, il est au conseil scientifique d'Attaque, etc. C'est un économiste de Bordeaux. Jean-Marie Arribet a fait un bouquin qui s'appelle « La richesse, la valeur, il est inestimable », qui est un bouquin assez technique, bon d'accord, mais enfin, qui est tout à fait passionnant, où il rappelle des distinctions de base que nous connaissons en demeurant, parce que le marxisme qu'on nous a enseigné nous les a enseignées, mais pas toujours correctement, on va dire. Donc, il faut distinguer la richesse de la valeur. La richesse, c'est tous les biens qui ont une utilité sociale que nous produisons. Je me fais du café le matin, je conduis des gamins à l'école, etc. Ça, je produis de la richesse. Mais si c'est comme parent que je conduis mes gamins à l'école, je ne produis pas de valeur. Je produis de la richesse, mais pas de valeur. Si c'est une assistante maternelle qui conduit mes gamins à l'école, elle produit de la richesse et de la valeur. Vous voyez bien que la valeur, c'est une convention sociale. La valeur, elle n'a pas d'essence. La valeur économique, elle n'a aucune essence. La valeur économique, c'est une convention sociale qui concerne et qui ne concerne que le travail humain. C'est-à-dire qui ne concerne pas la richesse. Marx distingue bien. La richesse, elle est produite par le travail et par la nature. Il n'y a pas que le travail qui produit la richesse. Elle est produite par le travail et la nature. En revanche, la valeur, c'est ce qui renvoie aux questions de pouvoir dans la production. C'est une notion qui est politique, la valeur. Elle n'a aucun autre fondement que politique, la valeur économique. Et nous allons, alors nous, pour le moment, c'est la classe capitaliste, elle va décider que ce qui vaut dans ce que nous produisons, c'est ce qui est produit sous sa direction. Et elle va tenter de nous faire croire que tout ce qui n'est pas produit sous sa direction, ça n'a pas de valeur. Mais une chose est de contester cela et de dire, mais bien sûr que non, la classe ouvrière a conquis
d'autres matrices de la valeur, d'autres institutions qui transforment l'activité productrice de richesse en travail producteur de valeur, que le marché du travail, que le crédit, etc., et la conquis, le salaire à vie, la propriété d'usage, etc. Autre chose est d'aller chercher de la valeur du côté de choses. Les choses ne produisent pas de valeur. Un robot ne produit aucune valeur. Il peut produire de la richesse, mais il ne produit pas de valeur. Il faut bien se mettre d'accord sur ce que c'est que la valeur. La valeur qui a une expression monétaire, elle ne peut être que le produit du travail humain. Ce robot dont on dit qu'il va produire de la valeur, mais non, il va transmettre au bien nouveau qui est produit sa propre valeur à lui, c'est-à-dire tout le travail qu'il a fallu pour le construire. Et Dieu sait s'il faut du travail pour construire un robot. Donc, les biens qui seront produits par le robot auront comme valeur la somme de tout le travail nécessaire pour produire le robot en question. Mais le robot lui-même ne produit aucune valeur économique. Ça ne veut pas dire qu'il est inutile dans la production de la richesse. C'est vraiment... Alors, je m'explique longuement dans Émanciper le travail sur ce point. C'est les deux premiers chapitres. Ne pensons pas que parce qu'il n'y aura, il y aura plus que des robots, il n'y aura plus de travail, par exemple. Mais bien sûr que si. Il y aura le travail pour les construire, et ça, ce sera un travail considérable. Mais deux, nous allons déplacer le travail vers d'autres choses. Actuellement, on me paye. J'ai une pension, d'accord, qui reconnaît que je suis en train de travailler. Il y a un robot qui peut faire ce que je fais? Non, jusqu'à nouvel ordre, non. Eh bien, nous sommes en train d'appeler travail ce que nous sommes en train de faire ensemble. C'est du travail qui produit de la valeur économique. Là, dire que les robots, c'est la fin du travail, ou que c'est les robots qui vont travailler, c'est assimiler la production de valeur d'usage et la production de valeur économique. La production de valeur économique, c'est ce qui mobilise le travail humain vivant. Or, le travail humain vivant peut se déplacer dans la production de liens sociaux, dans la réflexion politique. Tout ça, ça peut devenir du travail producteur de valeur. Imaginez même il y a 50 ans que l'on pense que la culture allait devenir une des principales productrices de valeur dans notre pays. On se serait dit, ah bon, ça produit de la valeur, la culture? Nous sommes en train de constater que la culture produit de la valeur. Placer la définition de la valeur en permanence et penser que les robots, c'est la fin du travail ou que c'est les robots qui vont travailler, c'est faire une confusion dans le raisonnement, d'accord? Les robots vont transmettre leur valeur aux biens qu'ils produiront, mais ne produiront aucune valeur supplémentaire puisqu'il n'y aura pas de travail vivant inclus dans cette production, autre que le travail mort présent dans la machine, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire la fin du travail, puisque nous allons déplacer le travail dans d'autres domaines, finalement plus humains, que ceux que les robots feront à notre place, éventuellement, Dieu merci, pas toujours au demeurant d'ailleurs, mais... Merci Bernard, du coup.